visitant le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier, je vous ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On commence tout de suite l'émission avec Catherine Bellemare qui est avec nous, qui est auteure. Puis tu es là pour nous parler plus spécifiquement du Salon du livre de l'Outaouais qui s'en vient, hein, en fin de semaine. Oui, exactement, c'est du 28 au 3 mars. OK. Et puis, toi, tu es auteur, oui, comme je viens de le dire, mais tu es invité d'honneur à cette 40e édition. Oui, je représente l'Outaouais cette année. Je suis vraiment reconnaissante d'ailleurs. Je suis très chanceuse parce qu'on manque pas de talent dans la région. Oui, c'est ça. Je suis invitée d'honneur cette année. Puis, comme tu es invitée d'honneur, tu pourrais nous dire un peu, nous donner le goût de participer. Qu'est-ce qui se prépare là-bas pour cette 40e édition? En fait, le thème global, c'est Ose le salon. Donc, c'est la 40e édition. On veut mettre beaucoup l'emphase sur oser les différents styles. Dans le fond, pas hésiter à venir parler aux auteurs, à échanger avec nous. Il y a des tables rondes, il y a des débats, il y a un bingo littéraire, il y a des activités aussi hors salon qui sont vraiment intéressantes. Entre autres, il y a il y a une soirée cabaret, puis il y a le bordel littéraire. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est la 2e édition, si je ne me trompe pas. Du bordel littéraire? Oui. C'est quoi ça? Ça se passe dans le Vieux-Hall. C'est un événement gratuit. Ça se fait dans une maison centenaire. Puis, dans chaque pièce, il y a soit des auteurs qui sont jumelés ou un auteur seul. Puis, c'est à caractère un petit peu plus cru, si je peux dire. Donc, c'est littérature érotique ou, dans le fond, des passages d'amour ou, c'est dans cette optique-là. Là. Puis, c'est assez ouvert. Il y a un certain âge, peut-être, pour accéder au bordel littéraire? Je veux dire, il faut avoir 18 ans, là. Oh, quand même. C'est ça. Mais c'est une belle activité. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Puis, je crois que ça accorde beaucoup dans le fond, l'édition de cette année qui ose les différents styles, les différentes activités, puis tout ça. Puis, tu as parlé de débats, de table ronde. Est-ce qu'on a des sujets spécifiques sur lesquels vous voulez aller ou c'est vraiment en fonction du thème ose la différence, c'est ça? Oui. En fait, je crois aussi que ça dépend des auteurs puis de pas notre parcours, mais en fait de ce que nous, on écrit. Je veux dire, moi, dans le fond, l'entrevue à laquelle on m'a plus préparée, c'est avec Michel Picard. Puis je sais que il va falloir que j'aborde mes romans, puis pourquoi j'ai abordé tel thème. Puis on veut beaucoup, en fait, mettre l'accent sur le lecteur. Donc, on veut aller chercher le public, on veut que le public participe, puis s'intéresse, en fond, ait le goût de revenir. Puis, c'est un événement culturel vraiment important qui est reconnu. Puis, nous, c'est toujours... c'est pour ça qu'on va au salon. C'est, dans le fond, pour se rapprocher des lecteurs, échanger avec eux. Puis, c'est sur ça qu'on met l'accent, dans le fond. C'est la première fois que tu es comme invité d'honneur, mais tu as participé à d'autres salons du livre, hein? Oui, en fait, c'est ma 2e fois au salon de l'Outaouais, puis j'ai fait une fois à Montréal. OK, d'accord. Et puis toi, on a parlé du Salon du livre qui s'en vient et les dates, c'est du 28, enfin en fin de semaine, là, du 28 au 3. Et puis, en tant qu'auteur, qu'est-ce que toi tu présentes? Tu vas parler de ton livre? Est-ce que tu peux me donner le titre du livre? Oui, mon dernier livre, c'est Le tiers exclu. Le tiers exclu? Le plus récent. Le plus récent. Et puis lui, il parle de quoi? J'aborde beaucoup la parentalité, famille dysfonctionnelle, problèmes de dépendance. Mais je dirais que ça tourne autour de 2 parents qui n'étaient pas prêts à l'être, qui sont très inadéquats. Puis j'aborde aussi le point de vue de leur enfant. Donc ça tourne autour de 3 personnages, d'une dynamique assez difficile. Puis je suis assez directe, assez crue dans ce que j'écris. Donc puis le rythme est assez rapide. C'est pas pour tout le monde. Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Parce que j'y vais sans détour des fois. Puis ça peut choquer là, des fois, mais je crois que... Je pense que c'est particulier à toi, hein, parce que j'ai entendu des échos sur une irrésistible envie de fuir, et puis ça aussi, c'était... Il fallait avoir du cran pour lire ce livre-là. Ah ben merci, je vais prendre ça comme un compliment. Mais oui. Je crois que ça plaît pour la même raison que ça peut déplaire. Entre autres, je sais que, je veux dire, les membres de ma famille qui ont skippé certains passages, là, puis c'est très correct.
Puis je me censure pas, moi, quand j'écris, donc c'est... Puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'on m'a invitée aussi au salon, là. Ça apporte peut-être un côté plus mouton noir, là, je sais pas trop, là, mais ça me convient, puis je suis très contente. Et puis l'entrevue avec Michel Picard, c'est clair que le monde va te découvrir comme personne, pas seulement comme auteur, oui comme auteur, mais oui, comme personne. Qu'est-ce que tu apportes, en fait, c'est ça, hein? Oui. Donc, en tout cas, c'est vraiment un honneur, là, surtout avec Michel Picard, j'étais tellement contente. J'étais vraiment... j'étais honorée. Puis c'est ça, je trouve qu'on a une belle variété, tu sais, autant il va y avoir de la poésie, tu sais, des recueils, littérature jeunesse, donc ils se sont vraiment concentrés cette année pour, tu sais, élargir Merci. Ah, ben ça fait plaisir. Beaucoup. Je sens plein d'émotions parce que c'est tout nouveau. Donc, bonne chance pour la suite des choses. Et puis, j'espère qu'on va te revoir pour parler du nouveau livre parce que je pense qu'on n'a pas encore reçu pour ça. Non. Pas encore reçu. Donc, on se voit peut-être dans quelques semaines après le Salon du livre. Ben, ça serait avec plaisir. D'accord. Alors, vous, à la maison, si vous êtes intéressé à participer au Salon du livre de l'Outaouais qui s'en vient en fin de week-end, vous pouvez visiter le www.slo.qc.ca et puis vous allez voir toutes les activités qui s'en viennent avec ce Salon du livre-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de environnement scolaire positif. Restez avec moi. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontarois, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Jean-François Thibaudot qui va nous parler du 4e congrès provincial de langue française sur le climat scolaire positif. Puis vous êtes dans le comité de direction, je crois? Oui, je suis dans le comité directeur, c'est le 4e. En fait, c'est une initiative qui est vieille de 12 ans déjà. Donc, les 3 conseils scolaires francophones de l'Est de l'Ontario, donc le CECCE, le CSDCEO et le CEPEO, on travaille en étroite collaboration depuis 12 ans pour développer, partager, élaborer des stratégies pour, en fait, tout ce qui touche le climat scolaire positif dans les écoles. Et en 2012, il y a eu la fameuse loi de 2012 qui est venue encadrer tout ce qui devait être mis en œuvre par rapport au climat scolaire positif. Donc, on s'est dit à cette époque-là, mais on va créer un événement, donc un congrès, où on va inviter les gens, les francophones de la province à venir nous voir. Donc ça, c'était le premier. Il y a eu le 2e, il y a eu le 3e et on est au 4e. On est rendu au 4e. Ouais, puis ça avance bien depuis que ça a commencé? C'est génial. Le congrès, dans 1 mois, déjà, il n'y a plus de place. Il y a 525 personnes. Les gens appellent encore pour pouvoir venir assister au congrès. Il y a des gens de partout en province. Il y a des gens du Yukon. Il y a des gens de la France qui viennent, qui se sont inscrits. Ça va jusqu'à l'international. Oui, donc il y a des gens qui reconnaissent à l'international la collaboration entre les 3 conseils scolaires et qui viennent suivre l'atelier pour pouvoir venir s'inspirer de ce qu'on fait ici.
pour pouvoir le mettre en œuvre de l'autre là-bas. côté. Oui. Puis, quand vous parlez de climat scolaire positif, à quoi est-ce que vous faites allusion plus spécifiquement? On parle surtout, au départ, c'était le SCP, qui est une initiative américaine, puis BIS, donc c'est 9 éléments de mise en œuvre concrets à mettre en place. La loi de 2012 est venue plus réglementer au niveau de 5 éléments précis. Donc, on parle de valeurs d'école, on parle de modelage, donc comment on va enseigner les comportements positifs aux enfants. Donc, on apprend les mathématiques, on apprend la langue, mais les comportements, on croit que ça peut aussi s'apprendre. Donc, l'école a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, c'est tout ce qui encadre le climat scolaire positif, donc le comportement. L'analyse de données, voir si on a besoin de modifier des pratiques, ajouter des choses. Et puis, le comité directeur de l'interconseil, il y a plusieurs rencontres à chaque année où on partage, en fait, des nouvelles idées, des idées, donc comment on peut travailler ensemble sur la cour d'école pour prévenir l'intimidation, par exemple. On parle de relations saines, on parle de toutes sortes de choses comme ça. D'accord. Et puis à cet événement-là, qui a invité? Donc, les gens des 12 conseils francophones ont été invités par les directions de l'éducation à s'inscrire. Donc, il y a un site web, les gens allaient s'inscrire. Et les parents peuvent venir aussi au congrès, donc le 28 mars prochain, en soirée. À 19h, c'est Dr. Amir Georges Sabongui qui vient donner une conférence pour les parents et c'est sur l'optimisation du potentiel humain. Donc, on parle de résilience, on parle de pleine conscience. Donc, il va s'entretenir avec les parents pendant 90 minutes. Lors du dernier congrès, on a eu plus de 400 parents qui se sont présentés pour... Et cette initiative-là, c'est non seulement les 3 conseils scolaires, mais c'est aussi les comités de participation des parents des 3 conseils qui ont décidé d'appuyer cette initiative-là. Donc, on invite les parents... à se joindre à vous. Oui, c'est gratuit. Donc, ils peuvent venir assister à cette conférence-là au Centre Shaw à Ottawa. Vous avez dit que le psychologue qui va venir pour l'atelier, il va parler de plein de sujets. Mais quand tout ça s'est terminé, qu'est-ce qui se passe après le congrès? Ça ne cesse pas. Donc, le congrès, c'est une façon pour nous d'inspirer, d'innover, de réseauter avec des gens dans d'autres conseils scolaires, d'échanger. Donc, il faut vraiment être fier de ce que les francophones ont fait ici. Si on compare à d'autres congrès qui se font ailleurs dans le monde, je pense qu'on est vraiment... on est vraiment avant-gardiste. Mais la collaboration continue à chaque année. Il y a des... Entre les 3 conseils. Entre les 3 conseils constamment. Donc, on échange, on discute, par exemple, nos priorités de cette année, ce qui peut être fait, par exemple, au palier secondaire, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la petite enfance, comment on peut prévenir l'intimidation sur la cour d'école. Donc, les 3 conseils, on partage, on travaille pour atteindre ces objectifs-là. Oui. Parce qu'avoir des comportements qui vont nous suivre comme toute la vie, là, ça commence depuis le bas âge. Oui. On parle d'intimidation, vous avez parlé aussi de résilience. Là, ça, c'est quelque chose qui est super important que tout le monde doit avoir, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment une collaboration extraordinaire des 3 conseils scolaires francophones de l'Est. Et ça fait 12 ans. Donc, quand on parle d'une initiative comme ça, qui peut être parfois ponctuelle ou qui peut être 1 an, 2 ans, mais ça fait 12 ans qu'on collabore ensemble. À chaque année. Oui. Okay. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? C'est que ça me trottait la tête par rapport aux enfants, aux étudiants que vous avez chez vous. Quand le congrès est terminé, on a dit qu'il y a un suivi comme à chaque année, dépendamment des différents conseils qui se mettent ensemble pour travailler. Forcément, il y a différentes approches par rapport aux enfants qui sont là-bas. Comment est-ce que vous gérez ça? Les élèves, les étudiants, les apprenants font partie de la démarche parce qu'ils sont vraiment au centre de tout ça. Cette année, il y a un panel d'étudiants qui vont être là, vont participer au congrès. Ils vont partager leur point de vue. Quelle année? C'est des élèves du secondaire. Okay. Et ils viennent nous parler, en fait, de la santé mentale, ce qui est important pour eux, comment on pourrait mieux les appuyer. Donc, c'est un panel, c'est des élèves des 3 conseils scolaires de l'Est et qui vont venir nous parler de leur point de vue
quant à la... Personnel, en fait. De la santé mentale, c'est sûr qu'ils vont consulter les autres élèves. Donc, ils sont vraiment au centre de tout ce qu'on fait. C'est vraiment pour eux qu'on le fait. Voilà, oui. Vous avez dit en début d'entrevue que les places sont déjà... Il n'y a plus de place. On est dépassé déjà. Okay. C'est dans 1 mois et puis ça fait déjà une semaine qu'on est à pleine capacité. Il n'y a plus de place. Là. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui n'ont pas pu participer au congrès, est-ce que les informations seront actualisées sur les différents sur le site, pour qu'ils soient au même donc niveau le site climatscolaire-positif.ca, www. Okay. Donc, on peut aller voir l'information qui est sur le site. Il y a une partie pour le congrès. Okay. Il y a certainement des ateliers où on va mettre des choses en ligne par après. Mais il y a toujours l'information et puis c'est possible de communiquer avec nous et nous ensuite de ça au niveau des... Au CEPO, au CSD-CAO et au CECCE, on travaille les 3 ensemble. Donc, s'il y a des demandes, par exemple, des conseils scolaires du nord de l'Ontario qui veulent de notre appui, on se consulte, on discute et puis on envoie une équipe sur place pour travailler avec eux. Merci beaucoup et puis bonne chance pour le congrès. On s'attend pour le 5e à vous revoir. Oui, on invite les parents à venir nous voir le 28 en soirée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne chance. Merci. Vous à la maison, si vous êtes intéressés, les places sont déjà prises, comme monsieur Thibodeau vient de le dire, il n'y a plus de place. Mais vous aurez l'occasion d'avoir de l'information de tout ce qui s'est passé au congrès. Vous pouvez visiter le www.cepo.on.ca pour actualiser les informations concernant ce qui s'est passé au congrès. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler des fraudes qui attaquent spécifiquement les personnes âgées. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi une détective de la police d'Ottawa. Et puis, vous êtes là pour nous parler des fraudes qui attaquent spécifiquement les personnes âgées. Exactement. C'est une rencontre éducative qui s'en vient. Bientôt, je vais donner tous les détails, mais je veux juste savoir, vous, c'est quoi que vous faites spécifiquement là-bas à la police d'Ottawa? Alors, au service de police d'Ottawa, moi, je suis détective dans la section des personnes qui sont aînées et aussi vulnérables, adultes. Alors, les gens qui ont 18 ans et plus et qui sont vulnérables, ainsi que les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, donc aînées. Et c'est ça. Alors, mon rôle là-bas, au service de police, c'est vraiment d'apporter les investigations à terme, investigations de fraude et aussi d'abus physiques, sexuels, émotionnels. Mon Dieu, c'est beaucoup. Puis comment est-ce que ça se passe? Quelqu'un vient se présenter à vous et puis il se dit j'ai vécu telle affaire et puis vous embarquez directement? Typiquement, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens vont initialement faire un rapport. Et quand je dis les gens, c'est pas nécessairement la victime. Souvent, ça peut être une personne qui est proche de la victime, ça peut être une personne qui est une confidente de la victime ou même un témoin qui a vu ce qui s'est passé.
et la victime, bien sûr. Un rapport va être fait et ce rapport-là va ensuite être suivi et mis dans le secteur où il doit aller. Alors, si ça fait partie du mandat que moi je m'occupe, donc aîné âgé de 65 ans et plus et adulte vulnérable, alors c'est moi qui vais m'en occuper. Je dois mentionner par contre que en ce qui concerne l'abus aux aînés, il faut vraiment qu'il y ait, pour que ça vienne dans la section où moi je travaille, il faut qu'il y ait un abus, il faut qu'il y ait une relation de confiance et de codépendance entre la victime et le suspect. Ça peut être peut-être des proches aidants. Exactement, ça peut être un proche, ça peut être exactement un proche aidant ou quelqu'un qui détient une procuration, comme ça, quelqu'un, c'est ça. D'accord. Puis quand on a défini un peu qu'est-ce que c'est comme fraude, qu'est-ce qui se passe durant ces fraudes-là, mais c'est quoi plus spécifiquement? C'est en rapport avec l'argent, c'est en rapport avec quoi? Je dirais à prime abord qu'il n'y a pas vraiment de fraudes qui sont spécifiques aux aînés, à part peut-être une que je vois le plus souvent. Et c'est vraiment un vol par personne qui détient une procuration. Alors ça, on en voit beaucoup. Est-ce que peut-être la personne est malade? Et voilà, ou la personne est tellement âgée, plus vraiment capable de prendre soin de ses choses financières. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de faire autre chose, mais au niveau des finances, des investissements, ça devient difficile, compliqué. Alors la personne qui détient la procuration se voit le pouvoir d'avoir accès exactement au portefeuille financier de la victime ou de la personne. Et ça peut causer malheureusement des problèmes, et ça met la personne à risque en signant un document comme ça qui est nécessaire et important, mais il faut s'assurer que ce document-là et la confiance est donnée à une personne qui vraiment le mérite et à qui vraiment vous faites confiance. Ça peut être des problèmes familiaux dans le sens où si le proche aidant est comme... Ça peut être un petit-fils ou une petite fille ou quelqu'un de la famille. Comment vous arrivez à gérer ça? Parce que c'est mon parent, là, qui vient se plaindre, mais c'est mon parent. C'est triste, c'est difficile. C'est surtout difficile pour les victimes, et c'est souvent la raison pour laquelle ce n'est pas rapporté. Et pourquoi ça continue. Parce que, justement, on parle d'individus qui sont reliés, qui sont de la famille, comme vous dites. Mais il y a aussi des gens qui s'infiltrent de façon frauduleuse et se rapprochent. Ça peut être un ami lointain qui, tout d'un coup, se rapproche pour justement avoir accès aux finances de la personne. Oui. Et ça, on voit ça souvent aussi. Oui. Puis l'enquête, vous la commencez quand, après le rapport il est déposé, vous analysez le dossier. Quand ça arrive dans votre section, vous analysez le dossier et puis... Oui, on parle avec nos victimes, si on est capable de leur parler, parce que souvent, les victimes ne sont pas capables de communiquer. Ils sont peut-être atteints d'une maladie qui... Exactement. Donc, c'est pas toujours facile. Alors, on doit s'en tenir à, justement, des preuves financières. Alors, une fois que ça arrive et qu'on a confirmé qu'on va aller de l'avant avec l'investigation, eh bien là, il y a des mandats qui sont faits pour avoir les records financiers où on peut suivre l'argent et voir où l'argent est allé. Et c'est comme ça souvent qu'on va rencontrer la preuve pour mettre des accusations contre les gens là, qui ont commis le crime. Est-ce qu'il y a des sujets où vous avez suivi le dossier et puis du coup vous dites non, ça c'est... Non, c'est pas vraiment une fraude. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais je pense qu'il y a souvent une limite où les gens peuvent être confus en ce qui est civil et ce qui est criminel. Et souvent la ligne est vraiment étroite. Est étroite, mais alors il y a comme des fois une section grise un peu. Et ce que je dirais aux gens, c'est... il faut vraiment... Ici, on a un doute, on fait le rapport pareil, et nous, on va déterminer si on va faire l'investigation ou non, basé sur plein de faits. Là. Alors, si le suspect, c'est la première fois qu'il est impliqué dans ça, ça peut faire... Bon, peut-être que c'est vraiment une erreur, ou peut-être que c'est vraiment pas criminel. Mais si c'est une personne qu'on revoit souvent, le motif est clair, et là, on peut aller de l'avant avec une route criminelle. Alors, il faut regarder là tous les facteurs. Tous les facteurs. Et puis, on a parlé suffisamment d'argent et puis de fraude financière et tout. Vous travaillez forcément avec des comptables pour ça, pour essayer de voir un peu? En fait, non. C'est pas nécessairement... Bon, parfois,
parfois, si les cas sont un peu plus compliqués. Mais une fois qu'on fait les mandats pour recevoir les dossiers bancaires, c'est quand même pas si difficile là, de suivre quand tu fais des transferts. C'est quand même assez facile de voir où l'argent se promène. Là. C'est un peu comme on regardait notre facture. Exactement. Tout est écrit, tout est là. Alors, c'est pas typiquement difficile. Dans moi, ce que je fais et dans les cas que j'ai dans ma section. Mais dans les fraudes organisées, parfois, oui, là, il faut avoir des comptables et des gens. Exactement. D'accord. Puis, on a parlé de tout ça parce que c'est des sujets que vous allez aborder à la rencontre récréative au Conseil du vieillissement d'Ottawa. Oui. Est-ce que vous avez en tête déjà des sujets spécifiques sur lesquels vous allez faire la formation? Avec eux? Bon, en fait, ça va être plutôt, je dirais, ça va vraiment être un échange. Ça va être quelque chose de très informel. On va vraiment, ça va être une conversation. Et alors, les gens vont pouvoir être très à l'aise et pouvoir échanger de façon très naturelle. Exactement. Et en fait, je vais parler de vol par une personne qui détient la procuration parce que la plupart des gens qui vont être là s'ils n'en ont pas, je vais recommander qu'il y ait des procurations. Mais s'ils en ont aussi, de s'assurer que c'est bien fait et qu'aussi c'est avec une personne de confiance. Mais on va parler de toutes sortes de fraudes. Porte-à-porte, romantique, en ligne, Revenu Canada et tout ça. OK. Bien, merci beaucoup, détective. Et puis, j'espère qu'ils seront tous invités là-bas à courir là sur le site web qui s'affiche à l'écran, donc le www.coaottawa.ca, ou bien vous pouvez téléphoner au 613-789-3577. Donc, je reprends, 613-789-3577. C'est le numéro que vous pouvez appeler ou même visiter le site web pour réserver votre place là-bas pour cette rencontre éducative très importante pour les personnes âgées, les personnes aînées. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec des représentants du Musée des Beaux-Arts qui vont nous présenter plein d'expositions. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du drogue, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu nous crashes notre fight, tu gueules là, tu t'aides, retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec une représentante du Musée des Beaux-Arts du Canada. Puis il y a toujours plein d'affaires qui se passent. Oui. Il y a plein d'expositions. Absolument. Puis d'ailleurs, je veux commencer par inviter ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir les voir. Il reste seulement 3 semaines pour voir l'exposition Paul Klee, la collection Berggruen du Metropolitan Museum of Art.
Alors, c'est une exposition absolument superbe. Paul Klee, c'est un artiste suisse-allemand qui était l'un des plus grands et des artistes et visionnaires du 20e siècle. Alors, une belle exposition très colorée. Et à la toute fin, il y a un bel espace expérimental où on invite jeunes et moins jeunes à venir exprimer leur créativité. On a à leur disposition des blocs qui rappellent les formes qu'on retrouve dans les tableaux de l'artiste. Donc, ils peuvent s'amuser à créer eux-mêmes des œuvres. Et donc, la commissaire aussi, je voulais souligner qu'elle a pris le temps de préparer des cartels pour chacun des tableaux, pour plusieurs tableaux, en fait, pour qui s'adressent aux enfants. Alors, sur les cartels, on pose des questions, par exemple, combien trouves-tu de triangles dans ce tableau? Donc, ça permet à l'enfant de s'intéresser un peu plus. Exactement. Très, très belle exposition à ne pas manquer. L'autre exposition qui se termine le 17 mars, donc dans 3 semaines, c'est Comprendre nos chefs-d'œuvre, le port d'Halifax. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est une exposition qui fait un retour sur ces événements dramatiques qui se sont produits à Halifax en 1918 et on présente 2 chefs-d'œuvre de la collection nationale du Musée des Beaux-Arts du Canada, un tableau par Arthur Lismer et un autre par Harold Gilman. Et ce sont des tableaux qui sont mis en contexte avec d'autres œuvres qui proviennent de notre collection, mais aussi de la collection du Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse. D'accord. Voilà. Donc, ces deux expositions se terminent bientôt, là. C'est le 17, le 17 mars. Donc, le dimanche 17 mars. OK, d'accord. C'est bientôt terminé. Ensuite, il y a l'exposition Multitude, Solitude. Ça m'intrigue, hein? Ça va être un bijou d'exposition, Multitude, Solitude, les photographies de Dave Heath qui s'ouvre le 14 mars prochain. C'est une exposition qui est organisée par le Nelson Atkins Museum of Art de Kansas City, au Missouri, en collaboration avec l'Institut canadien de la photographie du Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, on place sous les projecteurs la production artistique du photographe de rue Dave Heath, qui est décédé en 2016 à l'âge de 85 ans, le jour même de son anniversaire. Et donc, Dave Heath est reconnu comme l'un des artistes les plus brillants de sa génération. Et il est moins connu qu'Edward Burtynsky ou encore Youssef Karsh, mais il a joué un rôle très important dans le milieu de la photographie. Il a exercé une grande influence sur de nombreux photographes. Alors, j'ai apporté quelques images, des exemples. Il arrivait à catcher comme des moments précis, là. Oui. Alors, c'est ce qu'il faut savoir, donc, je vais d'abord parler de son travail et ce qui frappe chez son œuvre, c'est vraiment la spontanéité et puis la charge émotive que l'on retrouve dans ses photos. C'est que lui, c'est un photographe de rue et il saisissait des images des passants, par exemple sur les grandes rues, sur les rues des grandes villes comme à Chicago, à New York, à Philadelphie, et des gens qui étaient absorbés par leurs pensées. Par les pensées, c'est ça, ouais. C'est ça. Heath, c'était le maître de la chambre noire. Donc, il travaillait soigneusement ses tirages en noir et blanc pour, par exemple, pour les rehausser en pâlissant certains détails, par exemple. Et ce qu'on sait, c'est que tout au long de sa carrière, il va constamment se renouveler, il va explorer, essayer différents formats du médium. Par exemple, dans les années de 1949 à 1969, il va travailler essentiellement avec le noir et blanc. Puis après, il va changer pour la couleur? Oui, en fait, avant ça, dans les années 80, il cherchait des nouveaux supports pour le médium. Donc, il va travailler avec les diaporamas, les diapositives. Puis il y avait une espèce de fascination pour les séquences, les séries, c'est ça, de diapositives. Et puis, dans les années 2000, c'est là qu'il va travailler avec la couleur, avec la caméra numérique. Donc, c'est ça.
tout au long de sa vie, il a toujours cherché à se comprendre lui-même et comprendre la société à travers la photographie. Il faut dire qu'il a connu une enfance très douloureuse. Il a été abandonné de ses parents à l'âge de 4 ans. Okay. Et puis, il a habité dans plusieurs foyers d'accueil avant de se retrouver dans un orphelinat à Philadelphie. C'était un Américain de naissance, de l'âge de 12 ans à 16 ans. Donc, ça l'a marqué profondément. Il était attiré par la photo, puis... Bien, c'est une histoire intéressante, en fait. Ce qui l'a amené à la photographie, c'est qu'à l'âge de 15 ans, il est tombé sur un photoreportage dans le magazine Life. Okay. Et le sujet était un jeune orphelin, un jeune garçon orphelin. Alors, il s'est identifié tout de suite parce que c'était son cas à lui également. Et il a découvert que la photographie, c'était un beau moyen pour lui de s'exprimer. Alors, ça va devenir une passion. Et puis, déjà, très jeune, à l'âge de 20 ans, au début de la vingtaine, il est considéré déjà comme un prodige. Et plus tard, il va avoir une grande influence sur d'autres photographes. L'exposition, c'est une rétrospective. Alors, elle est structurée en 7 sections qui survolent l'ensemble de sa carrière. Et puis, entre autres, les gens vont pouvoir découvrir l'un de son chef-d'œuvre qui s'intitule... Oui. Avant de mourir, oui? Ou... Non, c'était dans les années 60. Okay. Alors, c'est la maquette d'un livre qui s'intitule A Dialogue with Solitude, un dialogue avec la solitude, toujours en rapport avec ses blessures d'enfant. Mais donc ça va être une pièce centrale de l'exposition. D'ailleurs, l'un des anciens conservateurs de la photographie du musée et aussi le fondateur de la collection de photographie du Musée des Beaux-Arts du Canada, James Borkoman, disait que ce livre-là, c'était le plus important jamais réalisé par un photographe dans les années 60. Alors, puis peut-être juste pour terminer rapidement, j'invite les gens à venir à la soirée d'ouverture. Habituellement, c'est le jeudi soir et exceptionnellement, ce sera le mercredi. Alors, les gens doivent prendre note. Ce mercredi? Le mercredi 13 mars. Donc, de 18h à compter de 18h. Et puis aussi, pour ceux qui sont déjà membres ou ceux qui envisageraient de devenir membres du Musée des Beaux-Arts du Canada... Une avant-première. D'accord. Alors, on va informer tout le monde à la maison. Oui, sur notre site web. Alors, visitez le site web du Musée des Beaux-Arts, donc www.beauxarts.ca. Puis vous allez prendre toutes les informations concernant les expositions qui s'en viennent. Il y en a une multitude là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec un autre représentant du Musée des Beaux-Arts, mais qui va nous parler des conférences qui s'en viennent là-bas. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange. Deuxième étage. Si je passe sur
De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai un autre représentant du Musée des Beaux-Arts avec qui on va parler de 3 affaires. La première, c'est la série de conférences qui s'en vient. Oui, en fait, on a plusieurs conférences toujours au musée. On essaie vraiment de susciter la curiosité des visiteurs. On a la série de conférences du Musée des Beaux-Arts du Canada qu'on offre les mercredis matins. C'est vraiment une conférence qui s'adresse aux retraités ou même les étudiants. Et ça nous donne la chance de présenter nos experts dans le musée, mais aussi à l'externe. Alors, ce mercredi, le 27 février, on est très content de présenter Charmaine Nelson. C'est professeure de l'histoire de l'art à l'Université McGill. Et elle va discuter des avis de recherche d'esclaves en fuite. Alors, c'est un sujet très intéressant. Peut-être un peu hors de l'habitude pour nous autres, mais elle est quelqu'un qui fait une contribution très importante dans l'étude de la culture visuelle et les études des gens noirs au Canada. Alors, je pense que ça sera une conférence très intéressante. Puis on est dans le mois de l'histoire des Noirs, là, donc. C'est ça. C'est pour ça qu'on voulait faire une programmation reliée à ça. Et en fait, jeudi soir, on est ouvert de 5h à 8h les jeudis et l'entrée est libre. Et notre conservateur d'art contemporain va parler des œuvres d'art d'artistes noirs au Canada, de l'art contemporain qu'on a récemment accueilli au musée. Il y en a combien? 5 ou 6 œuvres qu'il va discuter. Alors, ça serait très intéressant. Alors, ça, c'est la première série de conférences. Ça, c'est pour ce mercredi 27. Ce mercredi, oui. Puis la deuxième, c'est... Il y a un deuxième qui sera intéressant aussi. Ça sera le 14 mars. C'est un jeudi soir. Et c'est la conférence annuelle Kathleen Fennick. Et on aura un expert en art asiatique, Stephen Little, du Los Angeles County Museum of Art, qui viendra à Ottawa pour parler d'une œuvre d'art qui, en fait, est dans notre collection. C'est une peinture par une artiste chinoise du 16e siècle, mais ça sera exposé au musée à Los Angeles en 2020. Et ça montre... Pour l'instant, vous l'avez là? Oui, on l'a. C'est pas toujours... On l'a pas exposé. Ça fait 20 ans depuis qu'on l'a exposé. Mais on s'est dit que c'est une bonne opportunité de parler, de mettre l'œuvre en vedette. Puis il y aura l'expert qui va débattre dessus, tout ça. Oui, il va expliquer c'est quoi la peinture, l'histoire. C'est une œuvre peut-être un peu politique. C'est vraiment l'artiste a démontré une période dans la vie de l'empereur Guangwu qui a réunifié la dynastie Han. Alors, donnez un peu de contexte. D'accord. Disons que c'est les 2 conférences qui s'en viennent. Et puis ensuite de ça, il y a les jeudis créatifs. Oui, alors c'est pas tout le monde qui s'intéresse aux conférences. Alors, si on est plus créatif, disons, nous offrons les jeudis créatifs de temps en temps. Encore, c'est le jeudi soir. Puis vraiment, on invite des artistes à démontrer des techniques et le monde peut venir regarder les démonstrations, puis aussi essayer les techniques eux-mêmes, puis être créative. Alors, encore le 14 mars, il y aura beaucoup ce soir-là au musée. C'est le même 14, OK. Le même journée. Ça sera l'artiste et l'orfèvre Erin Wallace qui vient d'Ottawa. Et elle va démontrer des techniques de gravure. Le monde, ils pourront graver leur propre pièce en métal. Elle sera là pour jeter un coup d'œil, pour les aider un peu? Oui, d'habitude, on commence avec une démonstration de comme 5-10 minutes, puis après ça, l'artiste peut circuler, puis parler avec tout le monde, leur montrer les techniques. Et c'est vraiment le fun. Puis même si le monde, ils veulent prendre un verre de vin, c'est une atmosphère très ludique, très, très fun. C'est intéressant. C'est tout ce qui... Le prochain, c'est juste ça? Juste ce jeudi? C'est juste ce jeudi. Après ça, il y aura... ça sera la dernière de cette saison. On va recommencer en été. On fait environ 6 ou 7 par année. Et d'habitude, sont liés soit à des expositions temporaires ou à la collection nationale. D'accord. Il nous reste 2 minutes. On va parler maintenant des activités qui s'en viennent pour la relâche
scolaire, c'est ça. Alors, puis en fait, je pense que des fois, le monde, ils ne savent pas que le Musée des Beaux-Arts, c'est vraiment un lieu très accueillant pour les familles. On a beaucoup d'activités. Il y a Artissimo, c'est un kiosque dans le Grand Hall. Puis, il y a comme plusieurs chasses à trésors. C'est vraiment un programme qui vise à aider les parents, les grands-parents à explorer le musée avec leurs petits-enfants ou leurs enfants, oui. C'est ça. Alors, ils pourront chercher les animaux dans les œuvres d'art au musée, puis après ça, fabriquer leurs propres animaux avec, avec des cure-pipes. Des cure-pipes, c'est comme pipe cleaners. C'est vraiment, ce serait vraiment le fun. Ils pourront faire un genre de diorama, puis après ça, placer leurs animaux. Et, à l'atelier en bas, il y a comme un atelier où les jeunes ils pourront faire de la sculpture avec du savon. Alors, ils pourront tailler les morceaux de savon, puis vraiment juste apprendre les techniques de base de la sculpture. Alors, c'est vraiment une période, vraiment, il y a beaucoup de familles qui viennent. C'est vraiment le fun pour tout le monde. Pour participer. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais inviter les gens à la maison à vous joindre au site web, au Musée des Beaux-Arts, donc www.beauxarts.ca pour participer déjà aux expositions qui s'en viennent, mais aussi aux séries de conférences, aux jeudis créatifs et aux différentes activités liées à la semaine de relâche scolaire qui s'en vient. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va rencontrer le rédacteur en chef du Chaînon. Le Chaînon, c'est une revue qui a été faite par le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde. L'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au beau milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai présent. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des Françaises, Frenchie des... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Sami Khalil, qui est le rédacteur en chef du Chaînon. Bonjour. Puis on est là pour parler de la nouvelle revue. Mais il faut mentionner, là j'aimerais qu'on le mentionne, que c'est vraiment la dernière revue franco-ontarienne grand public qui existe. Oui. Le Chaînon est maintenant la dernière revue grand public, c'est-à-dire non scientifique, parce qu'il y a toujours des associations qui publient leur propre bulletin ou des universités, des chercheurs qui font des revues scientifiques. Mais là, c'est une revue qui fonctionne vraiment et qui compte beaucoup sur le bénévolat. Tous nos contributeurs, ceux et celles qui fournissent des articles, des photos, le contenu, c'est des bénévoles. C'est pas rémunéré du tout. C'est pas rémunéré. Et puis vous, en tant que rédacteur en chef, moi j'avais celui-là de la saison précédente. Comment est-ce que vous choisissez les sujets, par exemple? Bien, je suis très chanceux. Moi, je joue le rôle un peu de chef d'orchestre. Donc, tout ce que je fais, c'est que je reçois les articles et j'essaie de coordonner ça. Et je vais en solliciter aussi pour essayer de créer des fois des thèmes, aborder des sujets particuliers. Alors, le numéro qu'on lance cette semaine va comporter 2 sections spéciales. On a une section qui va parler de l'Association des auteurs de l'Ontario français qui célèbre son 30e anniversaire cette année. Et
et une grosse section sur le thème de l'éducation en français en Ontario. Un sujet très important parce qu'on sait que les francophones en milieu minoritaire sont beaucoup secoués. Et voilà, ont besoin d'aide. Et l'éducation, c'est quand même un cheval de bataille important depuis longtemps en Ontario, entre autres. Donc, on aborde ce thème-là sous différents angles. Puis là, vous avez dit que vous travaillez avec des bénévoles, donc c'est des sujets que vous recevez ou comment vous avez décidé d'aller avec ces deux thèmes-là? Mais ça faisait déjà longtemps que c'était un sujet qui nous trottait dans la tête. OK. Le thème de l'éducation. OK. Et on a reçu un certain nombre d'articles qui abordaient ce sujet-là. Donc, j'ai gardé les articles, j'ai été en solliciter d'autres pour vraiment faire une grosse section sur ce sujet-là. Et donc, on aborde ça. Le chaînon, c'est une revue qui se définit comme étant histoire, généalogie, patrimoine, mais de façon générale qui parle de culture, la culture et l'identité d'être francophone en milieu minoritaire en Ontario, mais au Canada aussi. Et donc, on aborde ce thème de l'éducation dans une perspective un peu historique. Alors, il y a des auteurs qui vont nous parler de comment on en est arrivé à avoir des écoles en français, comment on s'est battu à travers le règlement 17 pour avoir droit à l'éducation au niveau primaire. Ensuite, on a dû se battre pour avoir des écoles secondaires qu'on a pu obtenir seulement dans les années 1960. Et finalement, dans les années, il y a 20 ans, on a célébré l'année dernière, le 20e anniversaire des conseils scolaires, donc qui nous ont permis d'avoir toute la gestion des écoles jusqu'à maintenant. Et on en est rendu à la prochaine bataille, qui est celle de l'université. Oui, ça c'est un autre sujet. Et voilà, donc on a la chance dans ce numéro... Et dans ce numéro, on aborde, c'est ça. Et on a la chance dans ce numéro d'avoir, entre autres, un article du recteur de l'Université de l'Ontario français qui nous parle donc de son point de vue et qui nous dit il faut rester positif, il faut rester optimiste parce que selon lui, elle existe, l'université, et elle va se concrétiser bientôt. OK, c'est une note d'espoir là, on y croit. Et donc, ça fait que dans le livre, comme vous avez dit, c'est vraiment des bénévoles, qui vont partager l'histoire. Donc, c'est vraiment du vécu ou quelque chose qu'ils ressentent. C'est pas des gens qui ont juste écrit comme sur des histoires, non. On a différents types d'auteurs. Donc, c'est des auteurs bénévoles dans le sens qu'ils ne sont pas payés pour leur contribution. C'est des amateurs, c'est des gens comme vous et moi qui écrivent sur des sujets qui les intéressent. C'est aussi des spécialistes, des fois, qui acceptent de partager, de vulgariser quand ils sont chercheurs, leur pensée, de faire part de leurs commentaires. Donc, on a une grande variété d'articles qui parlent vraiment d'institutions, mais qui parlent aussi de vécu. On a une section, entre autres, qui s'appelle la rubrique Mémoire, dans laquelle les gens partagent des anecdotes ou des portraits de certaines personnes. On a aussi la section Visage, donc plus pour des portraits de gens. Qui ont travaillé pour la résistance. Exactement. Donc, dans les portraits qu'on a dans ce numéro qui sort cette semaine, entre autres, on parle d'une dame qui travaille au conseil scolaire, au conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Edith Dumont, qui est une personnalité connue d'Ottawa et de la grande région. Donc, on parle de son parcours professionnel et on présente aussi sa généalogie pour essayer de faire mettre la OK, voilà. Et puis ça, c'est un bénévole qui a décidé aussi... c'est une de nos grandes bénévoles qui a écrit cet article, qui a fait l'entrevue, et un autre bénévole qui a fait la généalogie. Puis, combien vous êtes déjà dans votre équipe? Sans compter les bénévoles, il y a juste moi. Il y a juste moi comme rédacteur en chef, et on a une graphiste qui fait donc la mise en page de cette revue de façon professionnelle, et ensuite on fait affaire avec l'imprimeur. Et puis comment vous êtes arrivé à être rédacteur en chef, vous? Je suis associé à cette revue et à l'organisme depuis longtemps. J'ai été directeur général de l'organisme, en fait, un organisme précédent. Le ROPFO, ça s'appelait à l'époque le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, qui a fusionné avec la Société d'histoire et de généalogie pour donner le RPFO, le réseau du patrimoine franco-ontarien. Et j'ai été réviseur de la revue pendant plusieurs années, et puis finalement, on m'a offert le contrat de coordonnateur et rédacteur en chef. Puis ça fait combien de temps que vous faites ça, que vous êtes rédacteur? Ça fait, j'essaie d'y penser, 6 ans, 7 ans. Wow. 7 ans. Donc ça va faire
plus d'une cinquième, plus d'une dizaine, non? Peut-être? Oh oui, plus que ça, parce qu'on en fait 3 par année. Et puis, qu'est-ce que vous apportez de nouveau à chaque fois quand vous y pensez? Parce que ça, c'est de l'information pour les Franco-Ontariens. Hein? Oui, absolument. De la vraie information. Mais en fait, c'est intéressant de voir l'évolution de cette revue depuis déjà plus de 35 ans, bientôt 40 ans. Ouais. Si je ne me trompe pas, la revue, c'était un bulletin de nouvelles au départ. C'était le bulletin des membres de la Société d'histoire et de généalogie. Donc, ils publiaient leur lignée, leur généalogie, quelques petits articles ici et là. C'était photocopié. Et il y a une quinzaine d'années, la directrice générale de l'époque a décidé on est capable d'en faire une belle revue de format luisant avec le papier glacé et ça ne coûtera pas beaucoup plus cher parce qu'on peut réserver des espaces pour la publicité à l'intérieur et donc s'auto-financer d'une certaine façon. Ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là parce que les coûts d'envoi par la poste sont devenus très, très chers. Puis on peut l'avoir en visitant le site web maintenant. Mais on peut s'abonner, c'est ça, à la version électronique. Et c'est vraiment pas si cher que ça. Pour 25 $, vous avez accès aux 3 revues pendant 1 an. Ou bien si vous tenez à avoir la version papier, comme moi, parce que je lis en format papier, elle vous est postée, puis ça revient à 40 $ par année ou 75 $ pour 2 ans. C'est pas si cher que ça, en fait. C'est pas pire, là. Pour ce contenu très riche. Est-ce que vous voulez rester avec moi? Parce que j'ai vraiment envie de voir la vision que vous avez pour le magazine. Absolument, ça me fera plaisir. Alors, nous, on va prendre une toute petite pause et juste après, on va parler de la vision de ce magazine Le Chaînon que le rédacteur en chef va nous partager en primeur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Mettre sur pied un journal quotidien pour défendre, encore une fois, les intérêts des Franco-Ontariens dans la province. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, je rencontre Michel Bénac, le chanteur du groupe LGS. Il nous parle des moments qu'il a partagés sur les médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Sami Khalid, rédacteur en chef du Chaînon, avec moi. Et puis, tu as dit que tu voulais mentionner que le lancement, c'est pour bientôt, mais il y a un événement connexe avec ça aussi. J'ai pas pu l'apporter avec moi parce que la revue est encore chez l'imprimeur, mais samedi, donc le 2 mars, on en fait le lancement dans le cadre du Salon du Livre, où on a été invité par l'Association des auteurs de l'Ontario français. Donc, samedi, en fin d'après-midi, 15h30 à 17h, regardez notre site web pour avoir les renseignements et puis vous inscrire si vous voulez venir. D'accord. C'est un très bon magazine que vous faites là, avec du beau papier. Les couleurs sont extrêmement belles. Puis on espère vous revoir pour le prochain numéro encore de vous présenter. Ça nous fera plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, maison. Moi, je vais vous inviter à les soutenir parce que tout ce qu'ils font pour la communauté franco-ontarienne, ils le font par amour. Donc, vous pouvez visiter le www.rpfo.ca pour apporter votre contribution, peu importe laquelle, ou même visiter le site, le Facebook de RPFO, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions là-bas. Et puis, vous allez les contacter pour apporter votre soutien ou même peut-être savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider là-bas. Demain, à l'émission, on va parler de plein de choses, mais par-dessus tout, de la résilience en milieu professionnel. Et on vous partagera des outils pour y arriver. Je vous vois demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.